bonjour tout le monde. Un bonbon ou un sort, vous avez sûrement entendu cette phrase ce week-end en ouvrant votre porte au petit monstre. Et si comme moi vous avez un peu trop mangé de sucreries pour Halloween, le jour férié d'hier n'a pas été de trop. Voici les titres du journal. Juillet 2021, Karim sauve la vie de Claude avec les gestes de premier secours. Une médaille lui a été décernée par la députée Nicole Triss. Ce week-end, déguisements et bonbons étaient à l'honneur pour Halloween. En plus du traditionnel porte-à-porte, des animations étaient proposées, dont certaines plutôt insolites, comme du lancer de hache. À la citadelle de Beach, pas de couloir de l'effroi encore cette année, mais elle a tout de même accueilli du public avec les veillées d'automne et un spectacle de feu. Samedi, le restaurant de Val-d'Ouz a rouvert ses portes après 3 ans de fermeture. C'est un couple du village qui reprend l'affaire. Du sport également avec les derniers matchs du tournoi des internationaux de tennis à Sarreguemines. L'Alsacien Dan Haded a remporté la première place en simple. Et puis on est retourné dans le passé avec la projection du film Rémelfin, un village déraciné. Autre pan d'histoire avec le spectacle Résistance à outrance, mis en scène dans le cadre du 150aire de la guerre de 1870 et du siège de Beach. Et pour parler de cette nouvelle production, nous accueillons aujourd'hui Charlie Dame, metteur en scène. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, en deuxième partie d'émission, on plongera dans l'univers de la boxe, sans pour autant fouler le ring. Un passionné à Forbach a créé un musée chez lui autour de la discipline. Et si on démarrait avec une belle histoire, celle de Karim Arizia, agent à la ville de Sarreguemines, qui grâce au premier secours a sauvé la vie de Claude. Ce dernier était inanimé dans sa voiture. Suite à cet acte de bravoure, Karim s'est vu remettre une médaille. Christelle Riviaco était sur place. C'est une histoire qui se finit bien. Jeudi soir, famille et amis de Karim Arizia étaient présents pour la cérémonie en son honneur. Au mois de juillet, alors qu'il se trouvait chez son coiffeur, il a sauvé la vie de Claude en lui faisant un massage cardiaque. Claude a retrouvé des couleurs après de longues minutes. C'est plus qu'un ange gardien. Karim, il faut le dire clairement, Karim, sans Karim, je ne serais pas là. C'est dans l'émotion que Karim a reçu sa médaille, entouré de ses proches. Vous revenez cette médaille, je vous félicite et je vous remercie très chaleureusement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Très fier. Le stress est retombé, parce que j'avais quand même un peu de stress là de passer devant la députée, devant le maire et le sous-préfet. Karim a su faire les premiers secours grâce à une formation que la mairie de Sarreguemines lui a proposée. Pourtant, tous les Français ne sont pas formés aux premiers gestes qui sauvent. Les formations pour les gestes qui sauvent sont proposées, mais malheureusement, il y a encore peu de citoyens français, de citoyennes françaises qui les ont fait. Selon le ministère de la Santé, seulement 20% des Français sont formés aux premiers secours. L'Hexagone est loin derrière nos voisins allemands, qui sont 80% à connaître les gestes qui sauvent. Eux aussi sont en quelque sorte des sauveurs. Adeline Thiel et Loïc Garcia, un jeune couple du Pays de Beach, ont choisi de reprendre l'auberge Lorraine de Val-d'Ouz, seul commerce de la commune. Le restaurant fermé depuis 3 ans suite au départ à la retraite de son ancien propriétaire a donc rouvert ses portes ce week-end. Un reportage de David Orès. Samedi, le rendez-vous était donné à Val-d'Ouz. Au programme, l'inauguration du restaurant du village. Seul commerce de la commune, l'établissement rouvre ses portes après 3 ans de fermeture. Parmi les invités, les amis des propriétaires, les habitants du village et les municipalités de Val-d'Ouz et Valsbronn. C'est une très bonne chose, ça nous fait revivre dans le village. Et surtout les jeunes, ils ne savaient pas où aller, donc ça nous fait plaisir. Une inauguration qui permet au restaurant de se faire connaître. C'est Loïc Garcia qui a repris l'affaire avec sa conjointe Adeline Thiel. Ancien agent forestier reconverti dans la restauration, Loïc a constitué une équipe de 6 personnes, 3 en salle et 3 en cuisine, dont Pascal Hornbeck, ancien chef du restaurant Les Amis du Lac de Haspelshit, qui a fermé ses portes. C'est un restaurant où on venait manger avant, on allait le visiter et on a eu le coup de cœur. On a rénové pendant presque 2 ans tout le bâtiment pour tout remettre aux nouvelles normes. Je suis quelqu'un, j'adore travailler. C'était très intense parce qu'on a eu tout le matériel la dernière semaine et on va faire tout ce qu'on peut. On est une belle équipe en cuisine, quoi. Le lendemain, c'est jour d'ouverture avec un menu spécial Halloween. Un test grandeur nature pour la nouvelle équipe encore en rodage. C'est laquelle? C'est la 203. 101. 101, ok.
Pour son premier jour, le restaurant s'est limité à 50 réservations pour une capacité de 80 couverts. L'établissement affiche complet. Les habitants du village ont répondu présents. Pour soutenir les nouveaux propriétaires et passer un bon temps avec mes amis. Ça fait 20 ans qu'on vient ici et c'est le seul restaurant à Valletouz et ça fait de la vie dans le village. Et avoir un endroit où on peut se retrouver pour passer de bons moments. Un premier jour réussi. Avec cette réouverture, le village de Valdouze a retrouvé un second souffle. Pour l'équipe d'Adeline et de Loïc, l'aventure ne fait que commencer. Chaque année, à cette période, la citadelle de Bitche revêt ses couleurs d'automne. Un rendez-vous attendu par les visiteurs, notamment pour participer au couloir de l'effroi, un circuit à l'intérieur de la forteresse investi par les monstres. En raison de la crise sanitaire, l'événement n'a pas pu se tenir en 2020. Idem cette année, mais d'autres animations étaient quand même proposées pour faire vivre le lieu. Regardez. Place aux veillées d'automne. Le temps d'un week-end, la citadelle de Bitche change d'ambiance. Fruits, potions, chandelles et bougeoirs. Dès 16h, un marché artisanal a investi l'enceinte basse de la forteresse. Ce n'est pas Halloween, le public l'a bien compris. Peu d'entre eux sont venus déguisés. Pour les couloirs de l'effroi, il faudra repasser. Par rapport à la Covid, on n'a pas pu les réaliser, on a fait les demandes et tout. Faire passer des personnes dans un lieu clos et humide, c'était très difficile à réaliser. Donc on a décidé encore une fois cette année, malheureusement, de ne pas réaliser les couloirs de l'effroi. Samedi soir, le plateau de la citadelle a laissé place à Dharma, un spectacle pyrique animé par la compagnie Cercle de Feu. C'était trop bien, c'était chouette. On s'est quand même demandé si c'était du vrai feu parce que c'était des sacrées techniques quand même. C'est une bonne initiative de la ville de Bitche de proposer ce spectacle. J'étais habituée à aller au couloir de l'effroi les années passées et je trouve ça très sympa. J'ai un petit enfant donc du coup c'est plutôt un spectacle familial. On est un peu déçus. On aurait préféré le couloir de l'effroi, ou les deux. Parce que le couloir de l'effroi, déjà on visite la citadelle, on est à l'intérieur et puis c'est Halloween. Il y a des déçus, mais bon, il faut faire avec. Ça fait 2 ans qu'on le subit. On espère que c'est la dernière année, que l'année prochaine on retrouvera un programme normal. Ça nous manque à nous, ça manque aux gens, aux 13 000 visiteurs qu'on avait, ça leur manque à tous. Dimanche soir, Dharma cède sa place à la caravane des Diablotins de la compagnie Souka, 2 spectacles qui affichent complet, soit 2000 personnes pour 6 représentations. Pour les couloirs de l'effroi, rendez-vous l'année prochaine. De beaux déguisements, de bons bonbons et de belles frayeurs. Certains ont fêté Halloween comme il se doit. Et au Moulin d'Achevillers, on a misé sur l'originalité avec une animation quelque peu tranchante. Lui, ce lanceur de hache amateur a de quoi être fier de lui. Ce divertissement proposé vendredi au Moulin d'Achevillers à Volminster n'est en effet pas aussi simple qu'il en a l'air. Franchement, c'est vachement plus dur que ce qui paraît. On se dit, ouais, on lance une hache dans un mur, bim, hop, on a des points. Non, moi j'en ai pas mis beaucoup. C'est vachement plus dur que prévu. Cette activité peu commune est proposée par une société messine qui en a fait sa spécialité. Des animations comme celle-ci lui permettent de faire découvrir les subtilités de l'art de lancer des haches. Ce soir, on est venu en fait avec 2 haches différentes et un shuriken pour essayer un peu de montrer aux gens ce qu'on a comme haches différentes. Pour les plus jeunes, des histoires et des contes illustrés étaient proposés en parallèle. Le programme de ces animations pour Halloween s'est conclu par un concert rock du groupe Drekhund. Le porte-à-porte pour avoir des bonbons, tradition respectée dans les rues de nombreux villages. Exemple ici à Blischweien. Après une année blanche, petits monstres, sorcières et morts-vivants ont sonné aux portes en quête de friandises. Et les pochettes de ces petits ont vite été débordées. Celles des parents étaient là en renfort pour accueillir le surplus. Certaines maisons étaient décorées et certains habitants avaient même revêtu une tenue de circonstance pour accueillir les vampires et leurs acolytes effrayants.
Et si certains sont restés à la maison pour regarder des films d'horreur par exemple, d'autres se sont rendus à Hazembourg. Samedi soir, la commune a organisé une soirée d'animation pour les enfants notamment. Au menu, déguisements, tunnels de la peur, mais aussi des contes effrayants. Attention, frisson garanti. Samedi soir, ils étaient nombreux à ne pas avoir froid aux yeux. Les curieux se sont rendus à Hazembourg pour fêter Halloween. Mais avant de pouvoir accéder aux festivités, il faut d'abord passer par le tunnel de la peur. L'association du foyer rural du village s'est occupée de l'organisation. La première fois, on avait commencé chez notre trésorier, chez lui à la maison, dans son jardin. On avait tout décoré et tout, et comme ça avait bien marché, on l'a refait une deuxième fois, cette fois-ci au foyer, sur une petite ampleur. Et là, maintenant, on a vraiment évolué et on a à peu près 250 personnes attendues aujourd'hui. Une décoration des plus frissonnantes a été mise en place. Il a fallu plus de 3 semaines pour tout installer. Tous les ingrédients étaient rassemblés pour passer une bonne soirée d'Halloween. Elle est organisée en l'honneur des enfants, mais les plus grands ont aussi participé en se déguisant pour l'occasion. En mort-vivant, normalement. Je dois être un infirmier un peu méchant. Ah. De nombreuses activités étaient proposées pour les plus jeunes. Dessins animés assis sur une botte de foin, contes qui font peur. Et pour les plus courageux, ils ont pu goûter aux insectes. Et à Sarralbe, le vendredi soir était sous le signe de la découverte. 40 personnes ont pu tester une nouvelle activité à la piscine de la commune, c'est-à-dire l'aqua stand-up. Alors il faut tenir en équilibre sur une planche tout en effectuant différents exercices physiques. C'est une activité qui a été arrêtée au centre nautique de Sarreguemines, mais elle sera mise en place tous les mercredis à 19h à partir du 10 novembre au bassin de Sarralbe. Alors en plus de l'aqua stand-up, les nageurs pouvaient tester aussi le circuit training. C'est une activité déjà proposée chaque vendredi à 19h15. Sport toujours avec la reprise du volley club de Sarreguemines. Les volleyeurs ont dû être patients avant de pouvoir à nouveau pratiquer leur sport. Entre la crise sanitaire et les travaux au gymnase Jean Jaurès, ils n'ont pu se retrouver finalement qu'en septembre. Le club a voulu marquer le coup pour Halloween en organisant un tournoi interne et déguisé. L'occasion aussi d'accueillir les nouveaux inscrits avant le début du championnat loisirs qui va reprendre. Et c'est un clap de fin pour le tournoi des internationaux de tennis de Sarreguemines et le bilan est plutôt positif. De nombreux joueurs bien classés ont fait le déplacement et le public était présent. Christelle Reviaco s'est rendue sur le court pour la finale simple homme. Retour en images sur les derniers instants. Les gradins sont remplis et la tension est à son comble. Dimanche après-midi, c'était rendez-vous avec le tennis aux internationaux de Sarreguemines pour la finale homme en simple. L'Alsacien Dan Haddad s'est opposé au Belge Gauthier Onklin. Ce dernier s'est incliné face aux Français en 2-7, 6-4, 6-3. Dan Haddad remporte sa 3e victoire de l'année. Il a aussi raflé la coupe il y a 3 semaines à Forbach. Le match est bien déroulé, je suis bien rentré dans ma partie, j'avais une tactique que j'ai réussi à mettre en place dès le début. Après au début du second, j'ai perdu un petit peu ma concentration, ça a été un petit peu compliqué de tenir mes jeux de service. Mais voilà, j'ai toujours su rester devant et puis j'ai été assez serein et solide quand il fallait, donc ça s'est plutôt bien passé. L'Alsacien de 22 ans repart avec sa coupe et une dotation de 25 000 $. Pour le Français, ce n'est pas une surprise de le voir en finale. Mais pour son adversaire belge, c'est tout le contraire, il ne faisait pas partie des têtes de liste. L'année dernière, la finale n'avait pas eu lieu, le Covid et le reconfinement avaient stoppé toute activité. C'est donc avec un soulagement que le tournoi puisse se finir en beauté. Un super bilan avec une très très belle fréquentation toute la semaine, avec des très gros matchs. Le match du Gauchot, ce début de semaine, a attiré beaucoup de monde. Les 2 matchs à Rolmaillot ont attiré aussi beaucoup de monde. Cette finale, on se disait avec quelques anciens du club, on n'a pas souvenir d'avoir autant de monde au club, donc une très très belle semaine, beaucoup de monde toute la semaine et des très 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 beaux matchs, donc on est vraiment très très contents. Et vendredi soir, ce sont les Australiens Blake Ellis et Tristan Schulkate qui se sont imposés lors de la finale en double homme contre le duo franco-allemand 7-6, 3-6, 10-5. Allez, on quitte les cours pour parler histoire. Rémelfin a proposé à ses habitants de revenir sur le passé des Mosellans déracinés pendant la Seconde Guerre mondiale. La commune a organisé la projection d'un court-métrage. Regardez.
C'était salle comble jeudi soir au château de Rémelfin. L'événement organisé par la mairie a rassemblé plus de 70 personnes. Ils ont fait le déplacement pour assister à la projection du film Rémelfin, un village déraciné. Dans ce court-métrage, l'histoire des Rémelfingeois est retracée à travers le témoignage de Claude Risse. Il raconte son histoire avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale et son évacuation vers un autre département. Parce qu'on était quand même tout proche de là. On avait des bruits, donc ce qui se passait de l'autre côté. On dit pas heureusement qu'on est de ce côté-ci. Hein. À cet instant, je vous propose de vous lever et d'observer une minute de silence. En début de soirée, un hommage a été rendu à Claude Risse, décédé pendant l'été. Sans sa contribution, le film n'aurait pas pu voir le jour. Je vous remercie. On peut le rappeler, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, 400 000 Mosellans ont été évacués de force. Ils se sont notamment réfugiés en Charente ou en Vienne. La metteur en scène Margot Gower raconte cette histoire dans son spectacle 39-40, Exil intérieur, mémoire d'évacués. Christelle Reviaco s'est rendue à l'une des représentations. Le public était au rendez-vous avec l'histoire samedi après-midi à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ils ont enfin pu assister à la représentation du spectacle 39-40 Exil intérieur, mémoire d'évacués, reporté à plusieurs reprises à cause du Covid. La metteur en scène Margot Gower raconte à travers cette pièce l'histoire de ces Mosellans qui ont dû tout quitter du jour au lendemain. Mais il y avait tant de choses à prendre. Et pour combien de temps? Est-ce que notre enfant allait naître là-bas? Serions-nous de retour ici? Ils ont fait un long et dur voyage pour arriver dans leur département d'exil. Et au début, la communication n'était pas facile. Pour certains, l'acclimatation s'est bien passée, voire très bien. Finalement, la plupart du temps, nous étions bien ensemble. Une fois arrivés, ils ne voulaient plus rentrer. Certains Mosellans sont restés dans leur département d'adoption tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Pour les autres, à leur retour, ils ont dû faire face à l'annexion allemande. Ce spectacle a pour but de mettre en lumière cette histoire oubliée des livres scolaires. Alors personnellement, j'en avais déjà entendu, mais jamais en détail là, et je pense que ça a permis à beaucoup de spectateurs de connaître plus en détail l'histoire de la Moselle et même à nous, comédiens. Une fois le spectacle fini, les avis ont été unanimes. C'était franchement intéressant, ça rappelle un peu tout ce que les grands-parents ont pu raconter par le passé, de manière un peu revisitée. C'était un bon moment, franchement je recommande. J'ai beaucoup aimé du coup l'histoire, ça rappelle aux gens qui connaissent ou même ceux qui ne connaissent pas l'histoire que les gens d'avant ils ont vécue. Durant tout le week-end, de nombreux événements ont eu lieu dans le département pour rendre hommage à cette partie de l'histoire souvent méconnue. Et parce que notre histoire est riche, d'autres ont choisi d'évoquer le siège de Bitche et la guerre de 1870. Charlie Dame, metteur en scène du spectacle Résistance à outrance, est avec nous. Alors, petit rappel historique, en 1870, donc plus de 2000 militaires et civils se replient dans la citadelle de Bitche pour se protéger bien sûr des Allemands qui ont encerclé et qui assiègent la ville. Hiver rude, privation, peur, incertitude, destruction, bombardement, tout ça c'est évoqué dans votre nouveau spectacle Résistance à outrance qui veut restituer le quotidien des militaires et des habitants de Bitche. On imagine qu'il a fallu un travail énorme en amont pour retracer tout ça. 8 mois d'écriture, de lecture, de témoignages, de livres qui ont été écrits par des gens qui ont passé par là, qui ont vécu cette période. Donc 8 mois d'écrire le texte, des chansons, parce que pour moi un spectacle sans chansons, c'est pas un spectacle. Ensuite il a fallu faire les musiques, et puis quand on a failli commencer à répéter, est arrivé un intrus, le Covid. On connaît tous, malheureusement. Voilà. Et donc, on a reporté, dans un premier temps, ce qui devait être joué initialement au mois d'août l'année dernière, on l'a reporté au mois de mars cette année, rebelote Covid. On l'a reporté au mois d'août cette année. On n'a pas pu parce qu'il y avait blackout le soir, on ne pouvait pas répéter. Et donc, finalement, là,
ça y est, ce week-end, enfin, on va pouvoir s'y mettre. Donc c'est un travail de titan qui a été fait en amont, mais aussi sur scène, pour mettre tout ça en œuvre, on l'imagine. C'est votre 15e spectacle. Est-ce qu'il est particulier, celui-ci, pour vous et pour l'histoire aussi ? Alors, il est particulier à plus d'un titre. C'est déjà que j'ai jamais porté un spectacle pendant 2 ans et demi. Les comédiens, les chanteurs, les solistes, les figurants non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont passé à autre chose entre-temps. Qui ont abandonné, il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui sont partis, donc il a fallu, à un moment donné, reprendre tout ça, et puis en fait j'ai constitué 3 groupes, un chœur pour chanter, les soldats, ceux qui vont jouer la partie militaire, et puis ceux qui vont jouer la partie civile, et là j'ai été vraiment aidé par la troupe de théâtre d'Adamswiller que j'avais emmené il y a 3 ans au Zénith à Strasbourg, et puis ils ont répondu présent de nouveau. Donc voilà, on est une 40aine de personnes à essayer de vivre le siège de Bitche. Alors, particulier aussi dans le casting, si on peut dire ça comme ça. Sur scène, ce sont donc des comédiens amateurs, mais il y a aussi de vrais militaires. Pourquoi ce choix? Dites-nous tout. C'est, en fait, l'intérêt de ce spectacle, c'est de montrer comment les Bitchois, ceux qui sont restés, parce qu'il y en a quand même qui sont partis, dont notamment le maire et le curé qui ont emmené environ 1000 personnes. Donc ceux qui sont restés, en gros 1000 autres personnes qui sont restées, ont refusé de partir, et comment ils ont vécu avec les militaires. Et donc, voilà, aujourd'hui, 150 ans après, on se dit, c'était fou, la partie était perdue d'avance, étant donné que les Allemands ont encerclé la ville, et ont tiré, à un moment donné, ils ont tiré pendant 10 jours et 10 nuits. Mais les militaires à l'époque et le commandant Tessier ne se sont pas rendus. Donc c'est ça qu'on va pouvoir revivre au travers de différents tableaux et chansons que vous avez composées et mises en scène. Voilà. Ouais. Très bien. Autre particularité peut-être qui a surpris au début, mais qui je pense est un choix voulu, le choix du playback, notamment pour les chansons. Est-ce que vous pouvez en dire un mot le playback pour les chansons, dans chacun de mes spectacles, il y a eu du playback pour les chansons, tout simplement parce qu'on ne peut pas donner de micro à chacun. Donc les choristes, on les a enregistrés au mois de juillet, mais ils seront là en tant que figurants et ils rechantent sur ce qu'ils ont enregistré. Et donc ils chantent même à 4 voix, parce qu'une fois que les musiques étaient faites, il a fallu écrire les 4 voix. Donc j'ai fait appel à un ami, Alain Kerman, qui a écrit les quatre voix. Ensuite on a enregistré chez lui, on a fait la bande son, tout ça, il passe d'ailleurs, il venait de passer à la télé là. Et sur puis, les images, oui. Sur les images, donc tout ça, c'est comme d'habitude. Et puis il y a aussi des parties qui sont enregistrées, parce que il y a des solistes, soldats qui n'ont pas l'habitude de chanter, mais que je tenais absolument. Donc voilà, Mais ce sont des contraintes techniques que vous avez réussi à mettre en œuvre. Justement, on voit aussi sur les images les costumes, peut-être pas encore tout le décor, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le reste de l'équipe qu'on voit peut-être pas forcément sur les images? Au niveau costume, c'est une figurante, Gabrielle Welz, qui s'est occupée des costumes, donc pour ce qui est des civils. Et pour les militaires, nous nous sommes adressés au musée de Wörth, qui nous a prêté donc tous les uniformes. Il faut que tout ceci ait corps et tienne la route. Pour les décors, alors il y aurait effectivement un décor, plusieurs décors. En fait, c'est un bon ami, François Abel, avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Avec lequel j'ai pour des bandes dessinées, qui a donc dessiné les décors qui seront projetés sur un écran de 12 mètres sur 8. D'accord. Donc en fonction des différentes scènes, on se retrouve une fois dans Bitche à l'extérieur, une fois dans le bureau du commandant, à l'église. Il y a une scène au bistrot. Donc voilà, pour faire presque plus vrai que nature, quoi. Mais en tout cas, on ne va pas trop en dévoiler, ça donne envie d'aller regarder. C'est le moment de vous donner les dates des représentations, les 5, 6, 12 et 13 novembre à 20h et les dimanches 7 et 14 novembre à 17h. C'est à l'espace René Cassin à Bitche. Alors il reste des places, vous pouvez acheter en ligne, c'est fortement recommandé. Vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, mais vous pouvez aussi vous rendre à l'accueil de la Citadelle, à l'accueil de la mairie depuis peu et bien sûr le soir même, c'est bien ça. À la caisse du soir.
Eh bien, c'était donc Charlie Dame avec nous pour parler de son nouveau spectacle Résistance à outrance. En tout cas, il y en a un qui n'a pas résisté bien longtemps, c'est le soleil. On prend la température du ciel avec les prévisions météo de demain et puis on se retrouve juste après. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, dimanche on a pu fêter Halloween, hier c'était la Toussaint, mais pourtant le jour des morts c'est aujourd'hui. Comme le 1er novembre est férié, c'est plus facile pour les familles d'aller se recueillir sur les tombes et y déposer des bougies et des fleurs. Mais officiellement, dans le calendrier, le jour des morts est le 2 novembre. Et ce jour est aussi célébré dans d'autres pays, au Mexique avec le Dia de los Muertos, au Guatemala, en Haïti ou encore aux Philippines, où il ne doit pas faire le même temps qu'ici. Surtout que la pluie sera encore au programme pour demain. De grosses averses sont attendues en matinée et deviennent plus faibles dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 7 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Hubert et il fera jour de 7h22 à 17h07. Passez tous encore une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle continue à Sarreguemines. Découvrez une trentaine d'artistes français et internationaux. Le quatuor Breaking Bases, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Cholet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Réservez vos billets dans le hall de l'Hôtel de Ville ou en ligne. Programme complet à retrouver sur sarreguemines.fr. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Je vous propose maintenant de découvrir un véritable passionné. Le forbachois Adrien Galizzi est passionné de boxe anglaise depuis son enfance. Alors son plaisir n'est pas de monter sur le ring, mais d'assister à de grands combats et de compiler les souvenirs. Chez lui, il a commencé à aménager un petit musée. Voici un reportage signé Baptiste Deveau. Alors bienvenue dans mon musée collection de la boxe, où on peut y retrouver des figurines, des livres anciens, des tableaux, une bibliothèque, des tenues, dont une que je voudrais vous présenter brièvement. C'est une histoire très très touchante, c'est Hervé Lofidier, mon frère, qui mène en ce moment le plus dur combat de sa vie, et malgré ça, il a trouvé le temps d'aller chercher une tenue et de me l'envoyer. C'est une belle leçon de vie pour tout le monde, voilà. C'est un passionné jusqu'au bout des gants qui veut raconter l'histoire de la boxe à sa façon. Bercé et élevé au combat de Mike Tyson, Adrien Galizzi a décidé de constituer chez lui un musée dans une pièce dédiée uniquement à ce noble art. Son aventure a pu démarrer grâce à 3 boxeurs français, Zakaria Atou, Yvan Mendy et Mohamed Mimoun. J'ai commencé à contacter 3 boxeurs que je suivais depuis plusieurs années via Instagram. Les 3 boxeurs m'ont répondu favorablement. Ils m'ont envoyé des belles pièces de collection, leurs tenues. Et ensuite, ça m'a ouvert les portes vers tous les autres boxeurs. Dans ce temple de la boxe, il y a des gants dédicacés, des tenues de combat, des t-shirts portés par les plus grands et même des coupures de presse qui font le bonheur du forbachois. Aujourd'hui, plus de 1000 éléments composent sa collection. C'est un réel travail au quotidien en fait. Moi, je fouine beaucoup sur eBay, Le Bon Coin. Les dimanches matins, moi je me lève à 6h, je vais faire des vides-greniers, des brocantes. On peut tomber sur des belles pièces, mais c'est difficile, il faut beaucoup chercher, quoi. Alors voici la tenue d'entrée sur le ring de Milan Prat, qu'il avait lors de son dernier combat, en l'hommage à sa préparation au Mexique. Un poncho, le t-shirt de sa team et le chapeau. Ce panthéon exceptionnel est maintenant complet et un nouveau projet germe chez Adrien Galizzi. Il veut que cette collection profite à tous afin que la boxe se démocratise dans le Grand Est. C'est pourquoi il est en discussion avec les collectivités locales afin d'installer son musée dans une salle municipale accessible à tous, avec bien sûr Adrien Galizzi comme guide. Si vous voulez, quand j'ai créé cette pièce, moi je pensais jamais acquérir tout ça. J'ai eu 1 ou 2 pièces, voilà, j'étais content, mais après, voilà, je me suis prêté au jeu. J'ai vu qu'il y avait un réel créneau à faire là-dedans. Et moi, mon objectif, c'est en partenariat avec ma ville et mon département et ma région,
tenter de créer le premier mémorial musée de la boxe en France. Pour l'instant, pour partager sa passion et faire découvrir son petit musée dédié à la boxe, Adrien Galizzi a ouvert une page Instagram où il publie les clichés des pièces qu'il collectionne. Je vous invite donc à aller liker ces photos et puis tant que vous y êtes, passez nous voir. On a aussi une page Instagram et puis bien sûr notre page Facebook. Très bon début de semaine à tous et à demain.